Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Ce soir, notre invité Nico Itali, consultant en stratégie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le président de région Victorin Lurel a signé ce matin les contrats de développement durable territoriaux pour 19 communes, on les appelle les C2DT. Est-ce qu'ils vont renforcer la dépendance des communes face à la région? On ne peut pas dire ça comme cela. Il y a des problèmes qui se posent, mais dire que ça va augmenter la dépendance ne serait pas juste. On en parlera bien sûr en détail au cours de ce journal. Mais tout de suite, voici les titres qui seront développés dans notre édition du 26 octobre. Contrats de développement durable territoriaux et syndicats mixtes Hauts-de-Guadeloupe, deux grands thèmes à l'ordre du jour aujourd'hui à l'hôtel de région. Pendant 5 jours, le Centre culturel Sonis propose des ateliers pédagogiques autour du théâtre. La rentrée aujourd'hui au Gosier pour ceux qui souhaitent enseigner le tennis, une formation diplômante est désormais obligatoire. Le journal, Aurélie Ronze. Le président de région, Victorin Lurel, a présidé aujourd'hui la 4e réunion plénière de l'année. Plusieurs sujets ont été abordés. Le nouveau syndicat des eaux de Guadeloupe. Le président a également signé les contrats de développement durable territoriaux, les fameux C2DT, en présence des maires concernés. Résumé de ces deux temps forts avec Muriel Barlagne. Suite au vote favorable de ses conseillers, le Conseil régional a obtenu l'autorisation de signer 19 nouveaux C2DT, contrats de développement durable territorial, ce qui ramène le nombre de communes signataires à 28 pour un montant de 80 millions d'euros. Les maires de ces communes qui avaient fait le déplacement ont pu signer leur contrat sur place. Lors de cette 4e réunion plénière du Conseil régional, il fallait aussi valider les statuts du syndicat mixte ouvert Hauts-de-Guadeloupe, statut proposé par le préfet, rassemblant l'ensemble des collectivités, excepté la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Ce syndicat unique a vocation à gérer l'eau potable et la vendre en gros à un prix unique. Pour Marie-Luce Panchard, ce projet ne résoudra pas le problème de l'eau. Le maire de Basse-Terre a préféré s'abstenir au moment du vote. Pour régler le problème de l'eau en Guadeloupe, il faudra réaliser à peu près 930 millions de travaux. Et que sur ces 930 millions de travaux, nous sommes en mesure simplement de réaliser que 330 et à la charge des collectivités que 230 millions resteraient à la charge des collectivités puisque la participation de l'État ne serait que de 100 millions lorsqu'on regarde les différents documents de programmation, notamment le PO pour les prochaines années. Alors, il ne suffit pas simplement de vouloir faire un syndicat unique. Et d'ailleurs, je crois que notre Assemblée ne peut rien modifier puisque la lettre de notification qui a été adressée par M. le Préfet précise bien qu'il faut délibérer sans ajout, sans modification d'aucune disposition de ce statut. Ce n'est pas cela qui va régler le problème de l'eau. Donc moi je trouve ce débat normal, mais sans doute un peu prématuré, parce qu'aujourd'hui nous mettons en place la structure, et dans cette structure que nous mettons en place, nous prévoyons une conférence des financeurs avec des organismes extraterritoriaux, l'État d'abord, mais aussi les banquiers, l'AFD, la Caisse des dépôts, qui diront ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles veulent faire pour accompagner la Guadeloupe dans son travail de restructuration des infrastructures de distribution de l'eau. Le Conseil régional va donc adhérer à Hauts-de-Guadeloupe. Le syndicat unique doit être créé en janvier 2016. Et Nico Itali, on l'a vu au début de ce sujet de Muriel Barlagne, le président de région a donc signé les C2DT de 19 communes. Alors en quoi ces contrats peuvent vraiment modifier les relations entre la région et les communes? D'abord, c'est un contrat. Il y a deux parties. Autrement dit, les contrats se signent librement. Il n'y a pas de contrainte en théorie. Par contre, les difficultés des communes peuvent être réglées parce qu'elles peuvent recevoir un engagement de la région de manière programmatique sur des investissements précis, dès lors qu'elles sont capables de mettre leur autofinancement à côté du financement. De sorte que si vous êtes une commune en bonne santé, il n'y a pas de souci pour vous. Dans le cadre du chef d'aménagement, vous listez et vous programmez vos investissements. Par contre, si vous avez des soucis déjà d'autofinancement, ce n'est pas le fait de signer un C2DT qui va régler ipso facto vos soucis. Donc ça veut dire que ce contrat est bon pour ceux qui sont forts et invite ceux qui ne le sont pas à travailler. Alors le maire de Bémao, Richalus, a refusé, en tout cas pour l'instant, de refuser de signer donc ce fameux contrat. C'est une erreur? Alors, je pense qu'il confond deux choses. Il confond un contrat qui est une règle générale de la République française, parce que la contractualisation n'a rien de nouveau. Depuis la planification de 82,
en passant par les contrats territoriaux, les contrats du Grand Paris. C'est la règle générale en France actuellement. On se met ensemble et on organise l'investissement dans les secteurs stratégiques. Donc, ça n'a rien d'exceptionnel. Par contre, lui, il présuppose une intention politicienne. Alors là, c'est son affaire. Et peut-être qu'il va signer après le 6 décembre. C'est ce qu'il a dit, en tout cas, on l'a entendu dans notre édition de 12h30. Alors, est-ce que, malgré tout, les communes peuvent fonctionner sans avoir signé ce contrat? Alors, d'abord, vous savez, il faut comprendre que les communes doivent avoir au moins un programme de développement intercommunal actuellement. Donc, ça veut dire que la contractualisation, elle est au moins au niveau communal. Bon, alors, pour asseoir le financement de son développement, il vaut mieux être bien ou avoir identifié le financement avec la région, puisqu'elle a désormais les coups des franches et les moyens financiers du développement. La loi NOTRe ou NOTRe lui confie deux schémas, un schéma de développement économique et un schéma d'aménagement durable. Alors pour quelle raison se mettre, de travers avec l'autorité qui a les moyens financiers? Et attention, les schémas en question sont prescriptifs. Donc que les gens se rassurent. Ces contrats ne mettent pas en cause la subsidiarité et ça ne met pas en cause la libre administration des communes. Par contre, il faut que les communes mettent de l'ordre dans leurs comptes et une stratégie d'enrichissement et regardent autour d'elles comment faire pour mutualiser. C'est ça le plus important. Merci Nico Italic en tout cas pour ces précisions. Alors restez avec nous puisqu'on va continuer de parler d'économie puisque les chiffres du chômage pour le mois de septembre sont tombés. En Guadeloupe, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi de catégorie A baissé de 0,9% par rapport à la fin août 2015. C'est la même tendance que dans l'Hexagone avec une diminution de 0,7%. Alors Nico Italic, est-ce qu'on peut dire que c'est enfin une bonne nouvelle cette baisse pour la Guadeloupe? Dès qu'il y a moins de chômeurs, c'est une bonne nouvelle. Mais il reste beaucoup à faire et je pense surtout il reste beaucoup à faire dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et là, il y a des gisements d'emploi. Il faut que la région et l'État s'y emploient. Merci Nico Italic d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie. Dans l'actualité sociale maintenant, les avocats guadeloupéens ont décidé de poursuivre leur mouvement entamé il y a 3 semaines contre la réforme de l'aide juridictionnelle. Malgré les concessions de la garde des Sceaux Christiane Taubira, les avocats guadeloupéens veulent maintenir la pression, comme leurs homologues d'ailleurs martiniquais. La grève qui est donc maintenue jusqu'à mercredi. On en vient maintenant à l'actualité dans la Caraïbe. On votait hier en Haïti. Des observateurs du CARICOM étaient notamment présents. Voici la Minute Caraïbe par Muriel Barlagne. Jamaïque, 12 patients auraient été diagnostiqués comme porteurs du virus Zika, mais rien n'a été certifié à ce jour. Des échantillons prélevés sur ces malades ont été envoyés à l'Agence des Caraïbes pour la santé publique. Le docteur Marion Bullock-Ducasse du ministère de la Santé jamaïcain informe que le virus Zika a les mêmes symptômes que ceux de la dengue et du chikungunya et sans confirmation tangible de l'Agence de la Santé publique, il n'y a aucune preuve que le moustique contaminant ait atteint la Jamaïque. À ce jour, le virus Zika a été relevé au Brésil et en Colombie, mais aucune île de la Caraïbe ne serait touchée. Barbade, le gouvernement cherche à investir davantage dans le tourisme sportif. C'est l'annonce faite par le ministre des Sports, Stephen Lashley, lors de l'ouverture officielle de la 15e édition du championnat des Caraïbes de cyclisme. Le ministre a ajouté que la création d'infrastructures sportives où les athlètes du monde entier pourraient venir se former est une stratégie que la Barbade soit développée fortement pour attirer cette catégorie de touristes sportifs. Un nouveau stade et un vélodrome ultramoderne sont en cours de construction à la Barbade. Île Vierge, qui elle aussi se spécialise dans les niches touristiques, mais ici c'est le tourisme nuptial qui est ciblé. L'archipel américain vient de négocier un partenariat étroit avec l'un des principaux fabricants de robes de mariée, Mon Chéri Bridals. Ce partenariat vise à apporter une plus large visibilité aux îles Vierges américaines en proposant aux nouveaux mariés de se dire oui dans les îles Vierges et d'y rester passer leur lune de miel. Les Caraïbes représentent environ 30% du tourisme nuptial qui pèse près de 100 milliards de dollars par an aux États-Unis. Rappelons que les ressortissants américains n'ont pas besoin de passeport pour se rendre aux îles Vierges. On va rester dans la Caraïbe avec cette information révélée cet après-midi par le magazine Le Figaro. Les 2 pilotes français condamnés à 20 ans de prison dans l'affaire Air Cocaïne seraient en France depuis samedi, laissés sous contrôle judiciaire. Ils avaient pourtant interdiction de quitter le territoire dominicain. Leur avocat affirme qu'ils sont en France, je cite, pour chercher la justice.
On va maintenant changer d'univers avec ces formations artistiques gratuites mises en place cette semaine au Centre culturel Sonis aux Abîmes. Elles sont destinées aux professeurs de théâtre, 5 jours pour étudier la pédagogie avec des adolescents et des préadolescents. Cela rentre dans le cadre du pôle des arts du spectacle voulu par la région. Karine Gelman a assisté à quelques cours cet après-midi. Nous avons l'événement de l'année, un homme qui vient de pondre un œuf. Premier pas pour le PRAS, le pôle des arts du spectacle, avec des ateliers de théâtre proposés pour former les comédiens, professeurs de théâtre et animateurs à la formation des jeunes. Ces rencontres existent depuis 1 an et demi, mais ont été réfléchies en amont par Chantier Nomade et Métis Goa depuis 3 ans. Une recherche commune sur des axes du métier de l'acteur, sur les relations entre théâtre et danse, sur le conte, la marionnette, sur le théâtre gestuel, sur l'action pédagogique même, c'est le fait de prendre un groupe d'adultes, d'adolescents, de les faire travailler, comment on fait, comment on essaye d'interroger sa pratique et permettre donc que cette pratique ne soit pas simplement ludique, elle doit le rester, mais en même temps une pratique et artistique et pédagogique. L'art du théâtre donc est un art en continu qu'il faut apprendre à enseigner. À mes yeux, un espace laboratoire qui nous permet d'interroger notre pratique, notre orientation, notre réflexion, notre rapport au monde. Parce que l'espace théâtre n'est pas une science exacte, ce n'est pas un savoir arrêté. Donc nous avons besoin d'entretenir notre moteur, nous avons besoin de pratiquer, d'interroger ce que nous croyons savoir. L'improvisation, un exercice de création et d'expression auquel sont confrontés les élèves. Mais on est parti d'un texte, en fait, un texte qui est en fait un texte, une adaptation des fables de La Fontaine. Le texte, c'est en créole, ça a donné Langue à femme, La femme et le secret de La Fontaine. Et on est parti de ce texte et après, c'est parti en impro avec chaque personne devait travailler sur le texte et donner une version de ce texte. Et après, c'est pour ça que quand vous êtes arrivés, on a créé ce travail. Au 1er novembre 2015, une chargée de mission, Pascal Pic-Granier, va entrer en fonction. Son objectif, développer une qualification de formation des formateurs. Alors que la plupart des élèves entament aujourd'hui leur 2e semaine de vacances de la Toussaint, certains ont fait leur rentrée aujourd'hui, une rentrée un peu particulière à la Ligue de tennis du Gosier qui accueille cette semaine les élèves souhaitant enseigner le tennis. En effet, une formation diplômante est désormais obligatoire. Le reportage d'Éric Pommier. Attention, ces joueurs de tennis ne sont pas gauchers. Il s'agit en fait d'un exercice qui rentre dans le cadre d'une formation spécifique, le certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de tennis. Alors là, l'intérêt, c'est pour l'enseignant. Celui qui joue le rôle de l'enseignant, ça va lui permettre de voir plus de défauts rapidement, on va dire, chez les joueurs. C'est-à-dire plus d'échecs peut-être par rapport au filet, par rapport à la longueur de balle, la technique surtout aussi sur les coups. Et puis, parce que ça leur change leurs habitudes finalement et leur petite routine. Donc puis ça permet aussi quand on ira sur des séances plus techniques, genre le service ou le smash, ça devient compliqué, de voir des défauts assez courants qu'on retrouve chez les enfants en école de tennis. Depuis ce matin, pour leur rentrée respective, ces 8 candidats à la formation diplômante travaillent différents modules. Ils assureront cette formation étalée jusqu'à vendredi pour la première session et 3 jours à la période de Noël, soit au total 85 heures. Cette formation est partagée entre cours théoriques et cours pratiques, soit 7 heures par jour. Formation prise en charge par leurs clubs respectifs à hauteur de 400 €. Seul impératif pour être retenu, être ou avoir été classé 32, classement de la 4e série. Pour Nicolas du club de Bémao ou Mélinda qui découvre l'enseignement, l'occasion est idéale. Nicolas précisément y voit l'opportunité de passer à l'échelon supérieur, objectif, gagner en qualité d'enseignement du tennis. Alors cette formation elle est importante en premier lieu parce que c'est une marche pour accéder au diplôme d'État. Ça fait partie des formations les plus importantes avant le diplôme d'État et ça prépare très bien ce diplôme-là. Le président m'a insisté à le faire et comme j'ai déjà commencé à faire du tennis, ça fait un bon moment et là j'ai arrêté et j'ai repris et j'ai fait des compétitions et là je suis classée 31.
Le titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis des jeunes âgés de 18 ans maximum sous forme collective. Il ne peut donner de leçons individuelles. Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'État. Les deux roues étaient à l'honneur ce week-end lors d'un événement nocturne à Jarry, le Bike Night Mania. Au programme, show de motocross, mais aussi randonnée en vélo de nuit. Éric Pommier était au rendez-vous. Bike Night Mania, une première en Guadeloupe, à Jarry ce week-end. Un concept innovant, tout un programme, bien sûr, haut en couleur. Objectif, faire la fête autour du deux roues, toutes machines confondues. L'occasion pour tous les passionnés d'échanger autour d'un même thème, la moto ou le vélo. On a répondu à une demande, on a vraiment cherché un nouveau concept où, en dehors de tout ce qui a toujours été fait dans la moto et dans le deux roues, on a voulu rassembler un rassemblement vraiment familial autour de la passion commune que peuvent avoir les pères, les fils et surtout les mères et les filles aujourd'hui. Grâce à la présence des Biker Girls, on a vraiment démontré, enfin elles ont démontré que la moto, ça n'est plus du tout un produit macho, c'est vraiment un produit tout public. Et de la même façon que les pères faisaient rouler leurs fils, maintenant les mères font rouler leurs filles. Bike Night Mania, ou admirer de belles machines, jusque-là rien de transcendant, sauf que ces belles cylindrées chevauchées par des reines du bitume, la Bike Night prend toute sa saveur. Les Bikers Girls sont de sortie, en tête la présidente Claudie Magin qui rappelle les règles pour appartenir au club, question de privilège. La première des choses qu'on demande pour faire partie de l'association, c'est le permis moto et être une fille. La Bike Night, c'est aussi le plaisir de goûter aux prouesses de quelques pilotes transformés pour l'occasion en cascadeurs. En scooter ou en moto type cross, une roue suffit pour faire le show. Seule condition, avoir le sens de l'équilibre. Une randonnée à vélo by night, la formule séduit, 15 km au programme à parcourir sur un rythme de croisière, plus de 100 participants pour admirer le poumon de Jarry, la Bike Night Mania, finalement une formule plutôt sympa, la formule idéale pour une soirée mécanique en toute convivialité. Avant de vous laisser, vos conditions météo, sachez que la vigilance jaune a été maintenue pour cette nuit en Guadeloupe en raison des risques d'averses et d'orages. Alors demain matin, comme vous le voyez sur cette carte, le ciel sera encore chargé avec encore des risques de coups de tonnerre et d'averses. Normalement, au fil de la journée, les éclaircies devraient être plus présentes. Les températures, elles seront comprises au réveil entre 27 et 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayingo. Vous retrouverez ensuite un numéro d'enquête exclusive avec cette interrogation « Poids lourd, danger sur la route ». Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour votre édition locale et régionale de la mi-journée. Excellente soirée sur Alizé.